La recherche de financement, c'est comme un jeu ou tout simplement une partie de football. Il faut connaître les règles du jeu, savoir le rôle de chaque joueur, connaître dans quelle compétition est-ce qu'on joue et savoir les fautes à ne surtout pas commettre, celles qui valent un carton rouge et qui te feraient sortir du stade. Dû à ma position dans certains comités d'évaluation de projets de recherche, des comités internationaux, j'ai pu détecter les éléments qui avaient l'art de rendre des projets non finançables et je les ai regroupés avec mes expériences personnelles. Et je te partage tout ça tout de suite. Si tu es nouveau sur notre chaîne, tu as une seule chose à faire, t'abonner pour recevoir des notifications en continu de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons continuer notre vidéo sur le manque de financement et je vais te partager les 10 péchés capitaux à ne surtout pas commettre si tu as besoin de financement pour faire des travaux de recherche de qualité. Si tu n'as pas vu la première partie de cette vidéo, je t'invite à aller la suivre juste après celle-ci. Avant de commencer, je tiens à faire un disclaimer. Les péchés que je vais te présenter aujourd'hui sont ceux tirés de mon expérience personnelle, de celle de mes collaborateurs ou des mentors qui m'ont formé, mais tout cela s'applique dans la sphère des sciences humaines. Il se pourrait que certaines de ces erreurs s'appliqueraient également dans d'autres aspects tels que la physique ou la chimie, ou même dans d'autres sciences. Le premier péché à ne surtout pas commettre lorsque tu essaies d'avoir des financements et lorsque tu écris tes projets pour répondre à un appel d'offres, c'est la gromologie. L'utilisation d'un langage trop soutenu ou trop vantard à cause d'une technologie novatrice rime souvent avec échec. Que vous le croyez ou non, pour gagner un financement, il faut écrire en français facile ou alors dans le cas d'espèce en anglais facile vu que les projets sont généralement écrits en anglais. Je me rappelle encore d'un de ces conseils qu'un de mes mentors m'avait donné. Il m'avait dit, Luria, tu dois écrire ton projet comme si tu parlais à ton enfant ou à un enfant de 12 ans à l'école primaire. Si ce n'est pas aussi bas, tu ne vas pas gagner. Tu as l'obligation de l'écrire en langage facile aussi. Pourquoi? Parce que ça permet aux bailleurs de fonds de savoir si toi-même tu comprends ton projet, si toi-même tu sais l'expliquer. Parce qu'un projet qui ne s'explique pas facilement n'est pas compris par son rédacteur. Si déjà à ce niveau tu as échoué, tu n'auras pas suivi les étapes, prochaines étapes, tu seras éliminé dès le départ. Donc c'est le premier péché capital à éliminer dans votre rédaction de projet. Le deuxième péché donc, ce sont les objectifs. Lorsque vous avez trop d'objectifs ou alors des objectifs qui ne sont pas mesurables, il faudrait savoir que vous avez des chances de ne pas être pris au sérieux. Pourquoi? Parce que la règle de base, lorsqu'on écrit des projets, c'est que les objectifs spécifiques ne doivent pas être plus de 4. Et encore, 4, c'est pour les chercheurs avancés. Et aussi, si les objectifs ne sont pas SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, alors tu vas échouer. Les objectifs mettent tout en relation dans ton travail. Si les objectifs ne sont pas bien ficelés, alors tout ton travail sera bateau. Et donc, tu ne seras pas financé. Donc, c'est le deuxième élément si tu veux avoir de l'argent. Moi, j'ai vite assimilé ces deux premiers péchés parce que j'ai échoué. Et lorsque tu échoues plusieurs fois, tu te poses des questions. Et si tu as la chance d'avoir des gens à côté qui font l'introspection avec toi, tu pourrais avoir des éléments pour te permettre de t'améliorer. Et une fois que j'ai corrigé ces deux premiers péchés-là, j'ai pu gagner mes 3 premiers projets. Et c'est pour te dire que c'est pas pour te dire que c'est uniquement ça, mais c'est pour dire que ce sont des éléments incontournables si tu cherches à gagner. Il faut absolument te détacher de ta gromologie si tu en utilises et avoir des objectifs mesurables et qui soient adaptés à ton travail. Le troisième péché, c'est l'absence ou le mauvais calcul de la taille d'échantillon. Ça, c'est un péché à ne surtout pas commettre. Je vais te dire, mon histoire personnelle, c'est que j'étais allé à une interview de Wellcome Trust et j'ai reçu en feedback, après cette interview, 2 feedbacks. C'était exactement 2 feedbacks. Dans un, c'était le calcul de la taille de l'échantillon ne correspond pas suffisamment aux variables qui sont implémentées dans le projet. Ça veut dire que j'avais calculé la taille d'échantillon, mais ça ne prenait pas suffisamment en compte toutes les variables contenues dans mes objectifs. Et si tu imagines que j'ai 2 feedbacks sur une application et dans les 2, il y a la taille d'échantillon, ça veut dire que ce feedback-là a réussi à m'éliminer, à me soustraire des points qui m'ont après disqualifié, qui m'ont fait perdre de l'argent. Et plus tard, étant assise dans les comités d'évaluation,
j'ai compris comment ça se passait en fait. J'ai compris pourquoi ce critère est si crucial. C'est que lorsqu'on évalue ton projet, il y a des critères en termes de catégorie scientifique, la rigueur scientifique, la nouveauté et l'impact que ça pourra avoir dans la communauté en plus de l'individu. Et dans la rigueur scientifique, c'est un des critères qui est toujours évalué. Et au niveau de la science, de la qualité de ta science que tu cherches à implémenter, s'il y a un score minimal de 7 sur 10, de perdre un 0,5 ou un 0,5 point ou un point qui te ferait passer d'un projet finançable à un projet non finançable. Pourquoi? Parce que tu es déjà en deçà de la valeur minimale à obtenir. Donc, c'est un critère, mais ô combien important la tête des changements. C'est toujours évalué, toujours vérifié, surtout en termes de sciences humaines. Le quatrième péché, qui rejoint un peu le premier péché, c'est l'exagération dans l'impact de ta recherche. Alors là, c'est un péché que j'ai personnellement vécu, encore une fois, lors d'une évaluation très récente d'un candidat pour un projet à plus d'1,5 million d'euros. Dans le projet du monsieur, il avait spécifié que leur technologie qu'ils ont proposée dans leur projet aurait pu empêcher que la COVID ne se transforme en pandémie. Il faut savoir que les évaluateurs sont programmés pour détecter les erreurs. Ils sont programmés pour détecter les mensonges. Et une seule personne a réussi à détecter cette phrase-là. C'était une application de 40 ou 60 pages. Une seule personne a réussi. Et en plein comité de 20 personnes, cette personne a réussi à remontrer cette phrase à tous les membres du comité d'évaluation et à retourner tout le monde et à dire mais non, ils se foutent de notre gueule. Ce n'est pas possible que tu puisses affirmer que ton projet aurait pu empêcher la pandémie d'arriver. Ce n'est pas possible. Et ils étaient tellement irrités que ça a suffi à déclasser complètement le projet qui était pourtant en très bonne voie d'être financé et qui avait des bons scores dans toutes les autres catégories. Donc, c'est pour te dire à quel point il y a des termes, surtout des termes qui ont tendance à amplifier le succès. Ils ont souvent l'art d'irriter. Tu auras perdu de l'argent et parfois sans savoir pourquoi. C'est juste un petit détail comme ça qui pourrait te faire perdre beaucoup d'argent. Le cinquième péché, c'est la chronologie qui serait irréaliste. Les objectifs doivent être temporels. Tu dois pouvoir mener les actions que tu as définies durant le temps prescrit par le bailleur de fonds. Mais également, en tenant compte de ton bien-être. Là, c'est un péché. C'est quelque chose que j'ai reçu encore en feedback. On avait rejeté mon application sous prétexte que je n'avais pas tenu compte de temps de repos pour moi. Oui, un évaluateur a carrément dit le chercheur n'a pas pris en compte son temps pour son bien-être socio-émotionnel. Je me suis dit, attends, mais c'est mon corps. Quel est ton problème? C'est mon corps. J'ai le droit de faire ce que je veux. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ils ont une certaine norme, une certaine tendance à voir aussi ton bien-être, à t'aider, à t'épanouir. Parce que le but n'est pas de te faire travailler d'arrache-pied sans vivre ta vie. Tu dois faire le projet, mais aussi vivre et interagir dans ta communauté. Donc, moi, j'ai compris qu'en faisant des projets, pensez toujours à vous et mettez des timelines réalistes en tenant compte de votre repos, des potentielles maladies. Et aussi, surtout, c'est aussi important de considérer les délais réels aussi en termes de qui vous évalue. Ça veut dire que si on dit clairance éthique et que votre clairance éthique, vous dites que vous allez l'obtenir en 1 mois ou en 2 semaines, il faut savoir que le bailleur de fonds sait que vous n'êtes pas sérieux parce qu'une clairance éthique, si c'est trop rapide, c'est 3 mois. Dans les pays développés, c'est même 6 mois. Donc, en réalité, si vous dites ce genre de choses, on dit que vous n'êtes pas sérieux. Le 6e péché, ce sont les risques qui ne sont pas maîtrisés. Tout projet que vous souhaitez implémenter a des risques. Et vous avez l'obligation de lister tous ces risques-là, du plus petit, du plus faible au plus grand, ou à celui que le risque est plus élevé. Si vous ne listez pas tous les risques et que le bailleur de fonds les identifie pour vous lors de l'évaluation, il vous élimine tout simplement. Parce que vous n'avez pas pris la peine d'assesser les risques que lui va encourir. Parce que si vous ne réalisez pas votre objectif, c'est son argent qui est parti dans le vide. Vous devez identifier les risques, mais également mettre des mesures en place pour vous rassurer que ces risques-là n'arrivent pas, ne se produisent pas. Et enfin, dans le cas où ces risques se produiraient toujours malgré vos mesures, quels sont les backups? Et tout ça, c'est à prendre en compte en fonction de vos objectifs, en fonction de votre méthodologie. Donc, il faut savoir que les risques, c'est une évaluation globale sur votre projet. Vous avez l'obligation de faire ce regard honnête et sincère sur votre projet et de prendre tout en compte pour réaliser.
Parce que le bailleur de fonds, en investissant sur votre projet ou sur vous, il va toujours avoir ces risques-là en vue. Quels sont les risques que vous ne réussissez pas à atteindre vos objectifs? Et lui n'a pas d'argent à perdre. Il va aller sur le projet où soit le risque est mieux contenu, ou alors soit il y a moins de risques. C'est comme ça, c'est un threshold, mais ils sont prêts à sacrifier à partir où il y a plus de chances de réaliser le projet, au moins dans le délai imparti. Le 7e péché, c'est le budget qui ne correspond pas au projet. Lorsque vous faites votre budget, vraiment, rassurez-vous que c'est l'endroit le plus sensible de votre projet. Le budget, c'est le nerf de la guerre. Les finances, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc, quand on dit 50 000 $ disponibles, attention, n'allez pas dire 50 000 $, c'est pour vous payer vous. Il faut faire attention parce que dès que vous mettez ça, on sait que vous n'avez pas fait le projet. C'est logique. Pour 80%, c'est pour vous payer. On sait que vous n'avez pas fait le projet. À moins que le projet soit un philo-chiffre qui vient uniquement donner le salaire au chercheur principal pour qu'il puisse faire ses travaux de manière routinière. Dans tous les autres cas, il faudrait prendre en compte les travaux que vous allez mener pour faire un budget qui soit en parfaite adéquation avec vos travaux de recherche, avec votre méthodologie, avec vos objectifs. Le budget doit être transparent et réaliste parce que c'est un gage de sérieux, c'est un gage de crédibilité aux yeux du bailleur de fonds. Et la règle de base, c'est que 30%, maximum 30% de votre projet doit être alloué aux ressources humaines. Une fois que vous avez dépassé 30%, alors on se pose des questions sur votre crédibilité. Le 8e péché, c'est la personnalité non maîtrisée. Faites une évaluation de votre application, y compris votre vision, votre passion et vos futurs plans de carrière. Et quand on réalise qu'il y a des incohérences par-ci, par-là, parfois ce sont juste des mots, hein, c'est pas grand-chose, parfois ce sont juste des mots qui se seraient glissés comme ça parce qu'on a tendance à mentir dans la vie de tous les jours. On ne sait pas que si on ajoute ce mot-là dans une application, c'est un mensonge de trop, c'est un mot de trop qui signifierait un mensonge pour un bailleur de fonds qui voudrait investir en vous. Et donc, quand il y a ce mot qui s'est glissé, qui se serait glissé, ça crée une certaine incohérence dans votre application. Et le bailleur de fonds, donc, ne va plus croire en vous, n'aura plus confiance en vous, ne va plus miser sur vous. La personnalité est essentielle, d'abord pour vous, parce que vous devez avoir une vision réelle de ce que vous voulez accomplir, de l'impact que vous voulez transmettre, que vous voulez avoir dans votre communauté. Et cette personnalité-là s'évalue également dans vos actions courantes. Vous devez être authentique, mais l'authenticité ne va pas venir une fois que vous avez reçu l'argent du bailleur de fonds. Cette authenticité-là se juge dès à présent, même sans argent. Puisque aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous faites pour avoir de l'impact dans votre communauté? Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas quand vous avez $1 million que vous allez impacter votre communauté. Si déjà, sans argent, vous ne cherchez pas à résoudre les problèmes de votre communauté avec le peu de ressources que vous ayez. Et le bailleur de fonds va évaluer cela. Qu'est-ce que vous faites de manière bénévole? Qu'est-ce que vous faites de manière intentionnelle? Où est-ce que vous allez dépenser votre temps qui n'est pas payé? Oui, le temps qui n'est pas payé, comment est-ce que vous l'investissez? Ou alors, vous ne partez que où vous êtes payé. Il va évaluer tout ça pour mettre cela en perspective de votre carrière future et de votre potentiel impact si vous avez de l'argent. Il ne va pas investir sur vous alors que vous ne faites déjà rien et vous pensez que vous allez avoir de l'argent du jour au lendemain. Non, ça ne pourra pas marcher. Donc, il faut déjà commencer à cultiver des attitudes bénévoles, à avoir une attitude qui sied à ce que veulent les fonds attendre ses ambassadeurs. Le 9e péché, c'est qui te fait rester sans financement, qui te fait toujours penser qu'il n'y a pas d'argent. C'est juste l'ignorance des opportunités. Il faut être à l'affût des opportunités si vous essayez d'avoir de l'argent. Vous ne pouvez pas rester à attendre les bras ouverts, les mains tendues, qu'on vous donne l'opportunité parfaite pour pouvoir postuler et gagner de l'argent. Vous devrez automatiquement vous renseigner, avoir carrément un calendrier pour scruter les offres et les délais de soumission de tous les fonds qui existent. Je dis à quel point c'est important. Moi, je postule en moyenne à 8 appels d'offres par an pour avoir 1 ou 2 ou 3. Donc, si tu n'es pas à l'affût des opportunités, forcément, tu auras moins de chances aussi d'avoir des finances. Tu dois chercher, il y a des organismes qui mettent des dates de soumission toute l'année ou sur 2 ans. C'est déjà connu, c'est standard, ça ne change pas. Donc, on se met en place, on travaille pour cela. Et il faut aussi également réseauter. Parfois, il y a des offres qui ne sont pas disponibles en ligne ou alors qui sont disponibles mais qui sont assez cachées. Il faudra avoir des collaborateurs qui connaissent ces offres-là et qui, en collaborant, vous la transmettent. Ou même, pourquoi pas, suivre des gens qui sont nécessairement attirés par les financements
Moi, mon premier projet que j'ai eu à gagner, je l'ai détecté sur Twitter. Sur Twitter, ou encore communément appelé X aujourd'hui, des chercheurs ont commencé à postuler cet appel d'offres à plusieurs reprises. Je me suis dit, OK, il faut que j'ouvre pour voir. Je ne connaissais pas les chercheurs en question, mais j'étais des gens que je suivais. Et j'ai postulé et j'ai gagné. Donc, il faut avoir une mindset qui te permet de chercher, d'être focalisé sur tes opportunités et de les chercher pour les trouver. Parce que parfois, ils ne vont pas te tomber du ciel, il faut aller les chercher. Et tout le monde cherche comme toi, donc tu dois être très agressif en cherchant aussi. Et enfin, le 10e et dernier péché, c'est juste le manque de persévérance. Tout le monde cherche des financements et donc tout le monde échoue. Même les chercheurs les plus réputés au monde échouent lorsqu'ils cherchent des financements. Donc forcément, si toi, tu n'es pas encore un chercheur internationalement connu, alors tu vas aussi échouer. Il faut accepter que l'échec fait partie du jeu dont je te parlais en tout début. L'échec fait partie de ce jeu-là. Comme perdre, on gagne, on apprend. Tu dois échouer plus souvent pour espérer gagner au moins une fois. Ça veut dire que plus tu échoues, plus tu as des chances d'avoir un oui bientôt. Je t'encourage vraiment à persévérer, d'analyser à chaque fois les raisons de ton refus. Tu ne dois pas faire la même erreur tous les jours en pensant que ça va changer par du coup du sort. Non. Tu dois essayer d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché et te refocaliser pour postuler dans les meilleures conditions avec un projet plus qualifié. Et ce qui te manque en toi, tu dois le développer pour l'implémenter plus tard. Voilà les 10 péchés capitaux du manque de financement. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu aimerais que je te partage, si tu as un sujet qui te trotte depuis et que tu aimerais bien connaître comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, ou même pourquoi pas des conseils, des messages. Laisse-nous en commentaire ce dont tu auras besoin et nous ferons l'effort de répondre à tes sollicitations très bientôt. Et surtout, ose rêver pour l'Afrique. Ciao, ciao!